Après mon divorce, à l'âge de 73 ans, je me suis retrouvé dans les rues de Paris. Un constat que je n'aurais jamais cru prononcer pour décrire ma propre existence. Le choc fut brutal. Une chute vertigineuse d'une vie ordonnée vers l'incertitude la plus totale. Mon ex-femme, Géraldine, a ri. Un rire sec et cruel qui résonne encore dans mes oreilles. Personne n'a besoin de toi à un âge si avancé, avait-elle lancé, ces mots plus froids que l'hiver parisien. C'était la fin d'une ère et le début d'une solitude que je n'avais jamais imaginée. Un jour, alors que je traînais mes guêtres le long du quai de la Seine, le regard perdu dans les reflets de la Seine, un homme en costume sombre s'est approché de moi. Son apparence soignée contrastait violemment avec la mienne, et l'odeur de son eau de Cologne tranchait avec l'air humide et salé du fleuve. Monsieur, commença-t-il, sa voix grave et mesurée, votre première femme, Roberta Caldwell, décédée dans les années 1970, vous a laissé une fortune considérable, 47 millions d'euros, pour être précis. Le chiffre a résonné dans mon esprit comme un coup de tonnerre lointain. 47 millions. C'était une somme astronomique, inimaginable pour l'homme que j'étais devenu. Un homme qui comptait chaque centime pour un café chaud. Mais, ajouta-t-il, un léger froncement de sourcils. Il y a une condition. Bonjour, chers auditeurs. C'est Marco encore une fois, et je suis heureux de vous retrouver. La lumière du jour filtre à travers la fenêtre de ma nouvelle demeure, bien loin des rues froides que j'ai connues. Prenez un instant pour aimer cette vidéo et, si le cœur vous en dit, laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous m'écoutez. J'aime imaginer mon histoire voyageant, traversant les frontières, touchant des vies, car elle est le témoignage d'une résilience inattendue. Je n'aurais jamais cru que le mot « sans-abri » s'appliquerait un jour à moi. Pas à 73 ans, l'âge où l'on est censé récolter les fruits d'une vie bien remplie. Pas après 41 ans passés à entretenir une maison impeccable dans la rue de Varennes à Paris, à élever nos enfants avec amour, à préparer des tartes aux pommes parfumées le dimanche après-midi, et à croire, vraiment, profondément, que la femme dormant à mes côtés, Géraldine, était ma partenaire pour la vie. Chaque geste, chaque sacrifice, chaque moment de bonheur partagé semblait s'être évaporé, ne laissant qu'un vide glacial. Mais la vie, avec sa cruauté parfois insondable, a une façon bien à elle de vous prouver que vous avez tort, de briser vos certitudes les plus ancrées. La mienne a choisi de le faire un mardi matin d'octobre, alors que l'air frais de l'automne commençait à piquer et que les feuilles rousses tourbillonnaient dans la cour. Géraldine, avec une froideur que je n'avais jamais vue, a posé une lourde enveloppe manille sur la table de la cuisine, le papier craquant sous son poids. Elle s'est ensuite versé une tasse de café fumant, l'arôme amer emplissant la pièce, avant de prononcer ces mots qui ont fait basculer mon monde. Notre mariage est terminé. Le silence qui a suivi était assourdissant, brisé seulement par le cliquetis de sa cuillère contre la tasse et le battement frénétique de mon propre cœur. Géraldine et moi nous étions rencontrés en 1981, lors d'un déjeuner de la communauté paroissiale animée à Paris. Je me souviens encore de son élégance, de son assurance. Elle était une femme svelte, le regard vif, avec ce sourire de vendeuse qui savait charmer, et ses mains d'entrepreneuse, fortes et déterminées. À cette époque, j'étais un veuf de 7 ans, encore en quête de mes marques, le cœur lourd du souvenir de ma première femme, Roberta Caldwell. Elle était partie subitement en 1974, emportée par une crise cardiaque, me laissant seul avec notre petite Patricia. La douleur était encore vive, mais la vie devait continuer. Roberta et moi, nous avions été jeunes, fauchés, mais follement amoureux. Notre mariage n'avait duré que 4 courtes années, des années intenses et joyeuses, avant que le destin ne la prenne. J'avais fait mon deuil, lentement, douloureusement, et j'avais élevé notre fille, Patricia, seule, avec tout l'amour et la force que je pouvais rassembler. Avec le temps, j'avais fini par m'autoriser à croire en une seconde chance, en un nouveau chapitre. Géraldine était apparue comme cette promesse, cette lumière après l'ombre. Et pendant longtemps, trop longtemps, elle l'a été, incarnant l'espoir d'une nouvelle vie. Nous avions construit ensemble une vie, simple mais agréable, dans une charmante maison de la rue de Varennes à Paris. Son petit jardin embaumait le jasmin,
et c'est là que nous prenions notre café chaque matin. L'entreprise de construction de Géraldine connaissait une belle réussite dans les années 80 et 90, lui assurant une certaine aisance et une reconnaissance au sein de la capitale. Quant à moi, j'avais dédié 27 années de ma vie à ma profession de bibliothécaire scolaire. Entouré de livres et d'enfants, c'était un travail que j'aimais sincèrement et qui m'apportait un profond épanouissement. Nos étés étaient ponctués de vacances sur la Côte d'Azur, où le soleil et la mer nous procuraient un repos bien mérité, loin de l'agitation parisienne. Nous célébrions les anniversaires de nos petits-enfants, riant et partageant des instants précieux, la famille réunie autour d'une table généreusement garnie. Il nous arrivait de nous disputer, comme tous les couples, pour des broutilles comme le thermostat ou l'organisation de la maison, ces petites frictions qui, à mes yeux, tissèrent la trame d'une vie à deux. Nous accomplissions tous ces gestes ordinaires, ces rituels quotidiens qui, mis bout à bout, formèrent le tissu même de notre existence. Je ne me considérais pas comme naïf, du moins, c'est ce que je pensais. Je savais que Géraldine avait un caractère bien affirmé, qu'elle pouvait se montrer méprisante, et qu'elle reléguait parfois mes opinions au rang de simple bruit de fond, une mélodie lointaine qu'elle n'écoutait pas vraiment. Il y avait ces instants où son regard devenait froid, où ses mots claquaient comme des portes qui se referment. Mais je me répétais inlassablement qu'aucun mariage n'était parfait, que les compromis étaient essentiels à une union durable. Je me persuadais que ces aspérités faisaient partie intégrante de l'amour, qu'elles étaient le prix à payer pour la stabilité et la présence de l'autre. Les premiers signes avant-coureurs se sont manifestés environ 3 ans avant notre divorce, des ombres discrètes que je n'ai su reconnaître qu'avec le recul, une fois la tempête passée. Géraldine a commencé à passer de plus en plus de soirées hors de la maison, invoquant des réunions tardives avec des clients ou des chantiers nécessitant sa supervision. Son téléphone, autrefois accessible, est devenu un sanctuaire privé. Son mot de passe modifié sans la moindre explication, comme si elle dissimulait un secret. Elle a cessé de me demander comment s'était déroulée ma journée, de s'intéresser à mes petites réussites ou à mes soucis de bibliothécaire. Des détails, certes, mais qui s'accumulaient, creusant une distance imperceptible, un fossé silencieux entre nous. Le genre de choses qu'un homme de ma génération, éduqué dans le respect de la discrétion et le maintien de l'harmonie conjugale, apprend à excuser, à minimiser, pour ne pas créer de remous. Mais par la suite, les preuves sont devenues plus concrètes, plus difficiles à ignorer. Des relevés de cartes de crédit, glissés par inadvertance sous une pile de courriers que je n'étais pas censé découvrir. Des dîners somptueux dans des restaurants étoilés que nous n'avions jamais fréquentés ensemble, des adresses chics de Paris ou de ses environs. Et puis, cette dépense pour un week-end dans un hôtel de luxe à Marseille, une ville portuaire où nous n'avions aucune raison de nous trouver au même moment. Le doute, insidieux, a commencé à miner mes certitudes, transformant la confiance en une anxiété sourde. Je l'ai interrogé une fois, avec toutes les précautions du monde, sans l'accuser, simplement pour comprendre. « Géraldine ?» avais-je commencé, ma voix à peine audible. « Tout va bien ? J'ai l'impression que tu es distante ces derniers temps. » Elle m'a fixé. Son regard était vide, d'une froideur que je n'avais jamais rencontrée, un véritable mur de glace entre nous. « Tu t'imagines des choses, Marco ?» a-t-elle rétorqué, d'un ton monocorde, dénué de toute émotion. Marco, c'est mon nom. Marco Whitmore, né Collins, anciennement Caldwell. Et non, je n'imaginais rien. La vérité, crue et douloureuse, commençait à se révéler à moi. L'enveloppe qu'elle a posée sur la table ce mardi, d'un geste si définitif, contenait des papiers de divorce. Déjà préparés, tamponnés, signés par son avocate. Elle avait tout planifié pendant des mois, dans le secret le plus absolu, tandis que je continuais à lui préparer ses plats préférés, à repasser ses chemises avec soin, à veiller à son bien-être. Chaque acte de dévotion de ma part se révélait être une ironie amère, une preuve de ma cécité volontaire. Le processus de divorce, interminable, a traîné pendant 8 longs mois, me vidant de mes dernières forces et de mes maigres économies. Au bout du compte, je me suis retrouvé presque sans rien. La maison de la rue de Varennes à Paris, notre foyer, était enregistrée au seul nom de Géraldine.
C'était un détail administratif datant de nos premières années de mariage que je n'avais jamais songé à remettre en question. C'est plus simple pour les affaires, m'avait-elle dit à l'époque, et j'avais acquiescé, aveuglé par la confiance. Pourquoi, en effet, douter d'une telle chose quand on aime et qu'on fait entièrement confiance? J'ai reçu une maigre compensation, une somme dérisoire, à peine suffisante pour couvrir 6 mois d'une vie modeste, et mes quelques effets personnels. C'était tout. 41 ans de vie commune, réduits à une poignée de billets et à quelques cartons. En janvier, le froid de l'hiver parisien s'était installé, et moi, avec lui, dans une chambre de l'hôtel des Magnolias, un établissement fatigué en périphérie de Paris, qui louait à la semaine à des personnes en transition. Ma chambre étroite sentait l'humidité et la moisissure. Le vieux radiateur cliquetait sans cesse, et le matelas usé me blessait le côté chaque nuit. À 73 ans, je dormais là. Durant le premier mois, j'ai pleuré presque chaque soir, non par apitoiement, mais par incrédulité. Comment toute une vie pouvait-elle me mener à cette solitude? J'ai appris plus tard que Géraldine avait emménagé son nouveau compagnon, Ronald, 54 ans, ancien client de son entreprise, dans notre maison de la rue de Varennes, à peine 3 semaines après notre divorce. Quand ma fille Patricia me l'a raconté, elle a aussi répété les mots de Géraldine, prononcés lors d'une réunion où mon nom était évoqué. Elle avait ri et dit simplement « Marco, il est seul maintenant ». En une phrase, j'étais devenu un chapitre clos de sa vie. Personne ne veut d'un homme de cet âge. Il aurait dû y penser avant de devenir si ennuyeux. Ces mots, que j'imaginais sortir de sa bouche avec son sourire condescendant, ont longtemps tourné dans ma tête avant que je ne les enfouisse pour essayer de penser à la suite. Un mercredi de fin février, sous un ciel gris, j'étais assis dans le hall délabré de l'hôtel des Magnolias, feignant de lire un vieux magazine. Le réfrigérateur derrière le comptoir bourdonnait. Soudain, un homme en costume entra et demanda si « Monsieur Marco Whitmore séjournait ici ». Je levai les yeux. L'homme, une cinquantaine d'années, se présenta. Paul Hargrove, avocat spécialisé dans les successions. Il s'assit en face de moi et dit calmement « Monsieur Whitmore, je vous cherchais. Votre première épouse, Roberta Caldwell, est décédée le mois dernier. » Je le regardai, incrédule. « Roberta est morte en 1974, murmurai-je. Il secoua la tête. « Non, elle a quitté Paris en 1974 dans des circonstances que je vous expliquerai. Elle est décédée le 9 janvier de cette année, laissant une succession d'environ 47 millions d'euros. » Il marqua une pause. « Et vous êtes le principal bénéficiaire. » Le magazine glissa de mes mains sur le tapis usé. Dehors, la pluie commençait à tomber contre les vitres. « Il y a, » ajouta-t-il doucement, « une condition. Je ne dormis pas cette nuit-là. Allongé sur le matelas grinçant de la chambre 11 de l'hôtel des Magnolias, je fixais la tache d'humidité au plafond en essayant de donner un sens à ce que j'avais appris. Roberta Caldwell, ma Roberta, la femme qui m'apportait des fleurs sauvages quand nous n'avions pas l'argent pour un fleuriste. La femme que j'avais crue morte. Mais elle ne l'était pas. Elle était partie. Pendant 50 ans, elle avait vécu ailleurs, bâtissant une fortune, tandis que moi, je l'avais pleurée, vieillie, et fini dans cette chambre d'hôtel minable. La question qui revenait sans cesse n'était même pas l'héritage. C'était simplement « Pourquoi ? Pourquoi disparaître plutôt que partir ? Qu'avais-je fait pour qu'une femme choisisse de s'effacer ainsi ? J'avais été abandonné 2 fois, une fois par un mystère, une autre par un rejet brutal. La honte et la colère se mêlaient à la tristesse de voir mon passé transformé en illusion. Je me suis accordé la nuit pour faire le deuil de l'histoire que je croyais connaître. À l'aube, devant une tasse de café instantané, préparée avec la petite bouilloire de la chambre, j'ai décidé de cesser de chercher le « pourquoi » pour me concentrer sur le « quoi ». Quelle était la condition de cet héritage? Qu'allait-il exiger de moi? Monsieur Hargrove avait promis de revenir à 10 heures. Entre-temps, j'ai fait le point sur ma situation. Environ 400 € restants, la chambre payée jusqu'à la fin de la semaine, pas de voiture. Géraldine avait gardé la nôtre. Un téléphone prépayé, une valise et une boîte de livres et de photos chez ma fille Patricia. J'avais 73 ans, une légère arthrite au genou et une obstination qui avait toujours irrité Géraldine.
Ce matin-là, c'était peut-être ma seule richesse. À 10 heures précises, Monsieur Hargrove arriva avec 2 cafés du petit restaurant voisin. Nous nous sommes assis dans le hall pendant qu'il ouvrait son porte-documents et disposait soigneusement ses papiers. Roberta Caldwell, expliqua-t-il, avait quitté Paris au printemps 1974 après un investissement désastreux qui l'avait laissé endetté auprès de personnes peu patientes. Effrayée à 28 ans, elle avait paniqué et disparu, laissant les gens croire à sa mort sans corriger l'erreur. C'était, dit-il simplement, un acte lâche. Elle avait refait sa vie à Lyon sous son deuxième prénom, Julia, utilisant le nom de jeune fille de sa mère. Elle s'était lancée dans l'industrie du bois, avait investi avec intelligence pendant des décennies et était morte riche. Elle ne s'était jamais remariée. Selon les documents de son dossier successoral, elle avait conservé une unique photographie de moi tout au long de sa vie. Une image jaunie, sans doute, d'un jeune homme que j'avais été, un souvenir figé d'une époque révolue. La condition de l'héritage était claire, presque poétique dans sa complexité. Puisque Roberta Caldwell était légalement décédée sans qu'un certificat de décès n'ait jamais été formellement émis, et que les subtilités juridiques de sa disparition avaient créé une situation successorale exigeant une vérification rigoureuse, je devrais formellement attester de mon identité en tant que son époux d'origine et conjoint légal au moment de sa disparition. Il me faudrait soumettre nos documents de mariage originaux à un examen et participer à une audience successorale à Lyon dans les 60 jours. Si le tribunal des successions était satisfait, l'héritage me serait transmis, comme stipulé dans le testament de Roberta, rédigé 8 ans avant sa mort et mis à jour 2 fois depuis. 47 millions d'euros. Ce chiffre continuait de me paraître irréel, une abstraction lointaine. Mais la chaise en plastique craquée sous moi était bien réelle. Les 400 euros dans ma sacoche étaient tangibles. Et le rire moqueur de Géraldine, qui résonnait encore parfois dans ma tête, était douloureusement concret. Ce contraste saisissant entre l'immense somme promise et ma misérable réalité actuelle me frappait de plein fouet. « Je le ferai, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Monsieur Hargrove hocha la tête, comme s'il n'avait rien attendu de moins de ma part. Son regard professionnel, mais empreint d'une certaine bienveillance, me rassura. Il expliqua que l'héritage couvrirait tous les frais de voyage, les honoraires d'avocat et les dépenses raisonnables pendant le processus. Il s'occuperait d'organiser un vol pour Lyon. Je devrais rassembler tous les documents originaux que je possédais encore de mon mariage avec Roberta. Des photographies, le certificat de mariage si je l'avais, des lettres, tout ce qui pouvait établir notre relation. Je savais exactement où se trouvaient ces choses. Il y avait une petite boîte en fer blanc, rouillée par le temps, au fond d'un carton de rangement chez Patricia. Je l'avais transportée à travers chaque déménagement de ma vie d'adulte sans jamais l'ouvrir, car l'ouvrir aurait été comme appuyer sur une vieille blessure qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. Maintenant, je devrais l'ouvrir. J'appelai Patricia cet après-midi-là. Elle fut surprise de m'entendre. Notre relation était devenue tendue depuis le divorce, non pas parce qu'elle avait choisi le camp de Géraldine, mais parce que le chagrin et la honte ont le don de rendre les gens difficiles à atteindre. Je lui dis que je devais passer pour récupérer quelques affaires dans le carton de son garage. Je ne lui dis pas pourquoi, pas encore. J'avais besoin de comprendre l'ampleur de tout cela avant de le partager avec qui que ce soit, car j'avais appris à 73 ans que les opinions des autres avaient le don de coloniser vos décisions avant même que vous n'ayez eu la chance de les former correctement. Je voulais que cette décision, cette nouvelle direction, soit entièrement la mienne. La boîte en fer blanc était exactement là où je l'avais laissée, posée sur une étagère métallique froide dans le garage de Patricia, entre un sac de terreau et une boîte de décoration de Noël. L'air y était frais et sentait un mélange de terre humide et d'essence. Je l'ouvris pour la première fois depuis des décennies. À l'intérieur, notre certificat de mariage daté du 14 mars 1970, une poignée de photographies aux bords écornés, 3 lettres que Roberta m'avait écrites pendant un petit boulot d'été qu'elle avait pris à Avignon avant notre mariage, et une petite fleur pressée, une fleur sauvage de bord de route, séchée jusqu'à devenir fine comme du papier, nichée dans un morceau de papier à carreaux pliés. Je la tins délicatement, le cœur serré,
Mais je ne pleurais pas. Je mettais au point un plan. Il n'y avait pas de place pour les larmes dans un plan. Le vol pour Paris fut la première fois que je prenais l'avion en 11 ans. Géraldine avait cessé de vouloir voyager vers le milieu des années 2000, et j'avais cédé à cette préférence comme j'avais cédé à tant d'autres des siennes. Assis au siège côté hublot, regardant les toits de Paris disparaître sous les nuages cotonneux, je ressentis quelque chose d'inattendu, une légèreté. Pas le bonheur? Pas exactement, mais la sensation particulière d'une porte s'ouvrant sur un couloir dont on ignorait l'existence. Le vrombissement des réacteurs, le léger tangage de l'appareil, tout cela me semblait être une mélodie de liberté. Monsieur Hargrove, Paul, comme il m'avait demandé de l'appeler, avait réservé un hôtel propre et calme, près du bureau de l'avocat des successions, au cœur de Paris. La chambre était agréablement chaude, le lit ferme et accueillant, et une fenêtre donnait sur une rangée d'arbres aux branches nues le long d'un trottoir humide. C'était plus digne que tout ce que j'avais habité depuis des mois. Et je pris un long bain ce premier soir, simplement parce que je le pouvais, et parce que la dignité compte, même sous ses petites formes privées. L'avocate des successions s'appelait Avvocata Sofia Bianchi. L'avvocata Sofia Bianchi était une femme précise et posée, la quarantaine bien entamée, qui portait des lunettes de lecture accrochées à une chaîne délicate. Elle parlait avec l'efficacité mesurée de quelqu'un qui avait passé 30 ans à traduire les méandres complexes des situations humaines en un langage juridique clair et implacable. Je la regardais, mon cœur battant un rythme irrégulier, tandis qu'elle parcourait les documents que j'avais apportés avec une attention scrupuleuse. Le certificat de mariage, les photographies jaunies par le temps, les lettres manuscrites. Chaque détail était passé au crible. Elle nota que la calligraphie des lettres correspondait parfaitement aux échantillons trouvés dans les papiers personnels de Roberta Caldwell. Elle photographia méticuleusement chaque pièce et m'informa que l'audience formelle serait programmée dans les 3 semaines, après la période standard accordée à toute autre partie pour se manifester et contester l'héritage. D'autres parties, répétai-je, la voix un peu plus rauque que je ne l'aurais voulu. Elle leva les yeux au-dessus de ses lunettes, son regard perçant me fixant. Madame Caldwell avait une fille, me dit-elle, issue d'une relation au début des années 80. Son nom est Sandra Caldwell. Elle a 51 ans et vit à Paris. Elle n'a pas été nommée dans le testament. J'absorbais la nouvelle comme un courant froid. Roberta avait eu une fille, quelque part, sans moi. Elle avait construit une autre vie, une autre famille. L'idée me serrait le cœur d'un mélange de regret et de curiosité. A-t-elle été notifiée? Demandai-je. Oui, répondit l'avocate Bianchi. Elle a été informée de l'héritage et de ses termes environ 2 semaines avant que nous ne vous localisions. 2 semaines. Assez pour consulter des avocats, élaborer un plan. Je n'étais pas paranoïaque, mais plus vraiment naïf non plus. L'expérience m'avait appris à lire entre les lignes. 3 jours plus tard, mon téléphone vibra alors que j'étais assis dans un petit café près de l'hôtel. Un numéro inconnu s'affichait. « Est-ce bien Marco ?» demanda une voix tendue. « Oui. Je m'appelle Sandra Caldwell. Nous devons parler. » Elle proposa un rendez-vous, en terrain neutre, dans un café de Saint-Germain-des-Prés. J'acceptai, puis appelai Paul. Après un silence, il dit « Vous n'êtes absolument pas obligé de la rencontrer. Elle ne peut pas contester seule le testament. » « Je sais, répondis-je, mais je veux comprendre ses intentions. » Elles devinrent claires dès les premières minutes. Sandra était grande, aux traits anguleux, avec les mêmes cheveux et les mêmes yeux que Roberta. Un écho du visage que j'avais aimé, mais sans sa chaleur. Une amertume froide émanait d'elle. Elle était accompagnée d'un homme plus jeune, Derek, présenté comme son petit ami. Il resta silencieux, observant la salle. « Vous avez été marié à ma mère 4 ans, commença-t-elle sèchement. Moi, j'ai vécu avec elle. Je me suis occupé d'elle, de sa maison, de ses affaires. Cela a dû être important, répondis-je prudemment. Et pourtant, elle ne m'a rien laissé, répliqua-t-elle. Tout à vous. Un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 50 ans. J'ignorais même qu'elle était encore en vie. C'est pratique, dit-elle avec un sourire mince. Je remarquai qu'elle observait mes mains, cherchant un tremblement. Je les gardais immobiles autour de ma cuillère. Sandra,
dis-je doucement. Je comprends votre colère, mais je ne peux pas changer la décision de votre mère. Elle se pencha vers moi. Vous devriez envisager un arrangement, volontaire, avant que les choses ne deviennent difficiles pour tout le monde. Combien? Demandai-je. Elle nomma un montant, 15 millions d'euros, en échange de mon retrait total du processus d'héritage. Laissez l'héritage tomber en déshérence, expliqua-t-elle, ce qui me permettrait alors de faire valoir ma propre revendication en tant que personne à charge et aidante de facto. L'audace de sa proposition me laissa un instant sans voix. 15 millions. C'était une somme colossale, représentant une vie entière de travail pour la plupart des gens, et elle la réclamait comme si c'était son dû. Je la regardais longuement, le silence s'étirant entre nous. Je pensais à la chambre 11 de l'hôtel à Paris, à l'humidité et au désespoir qui m'y avaient étreint. Je pensais au certificat de mariage daté du 14 mars 1970, ce document qui était ma seule encre dans cette tempête. Je pensais à la fleur sauvage pressée, ce fragile souvenir d'un amour perdu et retrouvé. J'aurais besoin d'y réfléchir, dis-je, ma voix neutre. Je n'avais aucune intention d'y réfléchir, mais j'avais besoin de savoir ce qu'elle ferait ensuite, de sonder l'étendue de sa détermination. Je le découvris plus tôt que prévu. Lorsque je rentrai à mon hôtel ce soir-là, une sensation étrange me saisit dès que j'ouvris la porte. Je découvris que quelqu'un avait fouillé ma chambre. Rien n'avait été volé, bien sûr. Mes documents importants étaient en sécurité dans un coffre au bureau de l'avocat. Mais la pièce avait été fouillée, subtilement, professionnellement. Un fait confirmé par le léger décalage d'objets que j'avais laissés dans des positions particulières, par cette vieille et prudente habitude d'un homme qui avait appris à tout remarquer, chaque détail, chaque infime perturbation de l'ordre. Je photographiais la pièce avant de toucher quoi que ce soit. Puis j'appelai Paul et ensuite le directeur de l'hôtel. L'air était lourd d'une tension nouvelle. Le directeur examina le registre des entrées par carte-clé. Quelqu'un était entré dans la chambre pendant une fenêtre de 90 minutes cet après-midi-là, en utilisant une carte-clé. C'était ma première preuve directe que Sandra Caldwell n'allait pas accepter la situation tranquillement. Paul prit la situation de sécurité de l'hôtel très au sérieux, sa voix se faisant grave au téléphone. Dès le lendemain, Paul avait orchestré mon déménagement. Il m'avait déniché un autre hôtel, plus modeste, moins ostentatoire, blotti dans une ruelle discrète de Paris, à l'écart du tumulte du quai de la Seine. La note serait réglée directement par le compte de la succession, afin de ne laisser aucune empreinte aisément traçable dans les registres publics. C'était une précaution indispensable, l'aveu silencieux que la partie s'était corsée. L'atmosphère y était plus sereine, l'ambiance plus feutrée, comme si les murs eux-mêmes murmuraient la discrétion. Paul, avec son efficacité coutumière et son expertise en litige successoral, avait déjà pris les commandes de la situation. Il était désormais manifeste que Sandra comptait lancer une contestation formelle, et nous devions nous y préparer. Mon plan, aussi rudimentaire qu'il pût paraître, s'articulait autour de 3 piliers inébranlables, des fondations solides au cœur de cette tempête juridique. Premièrement, mener à bien l'audience de succession en produisant l'intégralité de la documentation disponible, établissant sans équivoque mon identité et ma légitimité en tant qu'époux de Roberta. Il ne s'agissait pas uniquement de documents, mais de la reconnaissance d'une existence partagée, d'un lien indissoluble. Deuxièmement, veiller à ce que toutes les preuves de l'ingérence de Sandra, y compris l'effraction dans ma chambre d'hôtel, soient formellement consignées et versées au dossier juridique. Chaque tentative de déstabilisation devait se retourner contre elle, chaque manœuvre insidieuse devait être exposée à la lumière du droit. Troisièmement, et c'était sans doute le point le plus ardu, conserver mon calme, faire preuve de patience et ne me manifester que lorsque cela servait mes desseins. Ne pas lui offrir la satisfaction de me voir déstabilisé, de me voir réagir sous l'emprise de l'émotion. C'était une guerre d'usure, et je devais incarner le roc inébranlable. La phase de documentation exigeait un travail méticuleux, une véritable immersion dans le passé. Paul avait déjà compilé les dossiers de succession, le testament de Roberta et son historique financier. Mon rôle consistait à fournir l'histoire personnelle, le certificat de mariage, les échanges épistolaires,
les photographies jaunies par le temps. Chaque document représentait une parcelle de notre passé, une preuve concrète de notre union. Je me remémorais la sensation du papier sous mes doigts, de l'encre pâlie sur les lettres d'amour, de la jeunesse de nos visages sur les clichés. Mais il y avait un élément supplémentaire, une découverte inattendue de Paul parmi les effets personnels de Roberta. Un journal intime. Roberta l'avait tenu sporadiquement durant des décennies et dans plusieurs entrées, couvrant la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000. Elle m'avait mentionné, par mon nom. Elle y évoquait le regret, avec la retenue et la prudence d'une femme qui avait passé des décennies à taire ses véritables sentiments. Elle y consignait que me quitter avait été la pire décision de son existence. Mon nom, Marco, y figurait, comme s'il portait encore tout son poids après 30 ans de silence. Je me suis remémoré les derniers jours de notre mariage. Les mots tuent, les silences qui s'étaient creusés entre nous. Lire ces lignes à présent, des années après sa disparition, était une douleur douce amère. J'ai parcouru ces pages de journal dans le bureau de Paul, un jeudi après-midi gris et pluvieux à Paris. L'atmosphère était pesante, imprégnée de l'odeur du vieux papier et du café refroidi. Je me suis contenu, avec la concentration de celui qui désamorce une bombe, chaque mot étant une étincelle menaçant d'embraser mes émotions. Il était hors de question de pleurer dans le bureau d'un avocat. Je ne voulais pas accorder aux agissements de Sandra Caldwell la satisfaction de briser ma sérénité. J'ai simplement hoché la tête, la gorge nouée, et j'ai demandé « Pouvons-nous nous en servir ?» Paul a répondu « Oui ». Le journal faisait partie intégrante des effets personnels de la succession et était pleinement recevable comme élément de contexte pour l'intention de la testatrice. C'était une victoire inespérée, un écho du passé qui venait à ma rescousse. Sandra Caldwell déposa sa contestation formelle de la succession 2 jours plus tard. Ses arguments étaient prévisibles, mais non moins exaspérants. Elle affirmait que Roberta Caldwell avait eu une diminution de ses facultés mentales dans ces dernières années, que j'avais exercé une influence indue, d'une manière ou d'une autre, à travers des milliers de kilomètres, alors que j'ignorais même qu'elle était encore en vie, et que sa véritable intention avait été de pourvoir aux besoins de sa fille aidante. C'était un argument faible, juridiquement parlant, m'assura Paul. Son ton était calme, mais je sentais la pointe d'agacement dans sa voix. Il savait que c'était une manœuvre dilatoire. Mais les arguments faibles exigent tout de même une réponse, occupent du temps et de l'énergie, et coûtent de l'argent. Heureusement, la succession couvrait mes frais. Sandra Caldwell, elle, finançait vraisemblablement sa contestation juridique avec ses propres ressources, ce qui me donnait une petite satisfaction amère. Elle jouait le tout pour le tout, et cela allait lui coûter cher. Puis elle est passée à la vitesse supérieure. Un mardi soir, ma fille Patricia m'a appelé depuis sa maison à Versailles, sa voix trahissant un trouble qu'elle s'efforçait de contrôler, mais en vain. Je pouvais entendre le tremblement dans ses mots, la peur à peine contenue. Elle m'a raconté qu'un homme était venu chez elle cet après-midi-là. Bien habillé, poli, avec un sourire trop lisse, il s'était présenté comme menant une diligence raisonnable pour le compte d'un intérêt successoral, non spécifié. Il avait posé à Patricia des questions sur ma santé mentale, sur mes habitudes de consommation, sur ma relation avec Roberta Caldwell pendant notre mariage. Il avait insinué, sans jamais le dire directement, qu'il y avait des inquiétudes quant à ma capacité à gérer une succession importante de manière responsable. Puis il avait laissé à Patricia une carte de visite au nom de Derek, le compagnon discret de Sandra Caldwell, avec l'adresse du Café de la Perle. Je suis resté calme au téléphone, ma voix un filet régulier malgré le nœud qui se formait dans mon estomac. J'ai rassuré Patricia, lui disant que tout irait bien, que nous nous en occuperions, que ce n'était qu'une tentative désespérée. Mais au fond de moi, je sentais la rage monter, froide et implacable. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma petite chambre d'hôtel à Paris, les mains sur les genoux, le regard perdu dans le vide. La lumière tamisée de la lampe de chevet projetait des ombres dansantes sur les murs, et le léger ronronnement du chauffage semblait amplifier le silence. J'ai ressenti cette qualité particulière de colère qui ne vient pas de la chaleur, de l'impulsivité, mais du froid, de la glace. Le genre de colère qui clarifie l'esprit plutôt qu'elle ne l'enflamme, qui aiguise la détermination au lieu de la consumer.
Sandra Caldwell avait franchi une ligne et elle allait le regretter amèrement. Dès le lendemain matin, j'ai informé Paul de l'incident. Son visage s'est durci, ses yeux se sont plissés d'une détermination froide. Il a immédiatement rédigé une lettre de mise en demeure à l'avocat de Sandra Caldwell, documentant ce contact comme une potentielle intimidation de témoins. La réponse de l'avocat de Sandra Caldwell fut indignée, affirmant que Derek avait mené une enquête indépendante et personnelle et que sa cliente n'assumait aucune responsabilité pour ses actions. Mais Paul, avec un sourire froid et une satisfaction non dissimulée, a noté pour le dossier que la carte de visite de Derek l'identifiait comme un consultant employé par un cabinet d'enquête privé que Sandra Caldwell avait retenu 3 semaines auparavant. C'était la deuxième preuve directe, irréfutable, versée au dossier juridique. La toile se resserrait autour d'elle et elle commençait à paniquer. Ce soir-là, Sandra Caldwell m'a appelé directement. Elle avait abandonné le contrôle méticuleux de notre première rencontre. Sa voix n'était plus un fil tendu, mais une lame acérée, tranchante, prête à blesser. « Vous rendez les choses très difficiles », a-t-elle craché, chaque mot chargé d'une menace à peine voilée. Le silence qui a suivi était lourd, rempli de la tension de notre confrontation. Je pouvais presque sentir son souffle froid à travers le combiné. Elle avait montré son vrai visage, et je savais que la bataille ne faisait que commencer. « Je ne fais que participer à un processus légal », ai-je répliqué, ma voix étonnamment calme malgré la fureur latente de Sandra Caldwell. « Vous ne comprenez pas ce que je peux faire », a-t-elle craché, le ton de plus en plus aigu. « J'ai des ressources, j'ai des gens. J'ai une histoire avec mon père que vous n'avez pas et que vous ne pourrez jamais reproduire. » « Ce que vous avez, » ai-je rétorqué, chaque mot pesé, c'est une intimidation de témoins dûment enregistrée et une intrusion non autorisée dans ma chambre d'hôtel, signalée à la préfecture de police de Paris. J'avais déposé ce rapport 2 jours auparavant, discrètement, sur les conseils de Paul. Je pense que vous devriez parler à votre avocat avant de poursuivre cette conversation. Un long silence s'est installé, lourd, vibrant de la rage contenue de Sandra Caldwell. Je pouvais presque l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil, son souffle sifflant comme un serpent. Puis, sa voix est revenue, plus basse, plus menaçante. « Vous allez le regretter », a-t-elle dit avant de raccrocher brusquement. Pourtant, elle ne m'a pas recontacté cette semaine-là, ni la suivante. Dans le silence qui a suivi, j'ai osé m'accorder quelques jours de ce qui ressemblait à du repos. Pas de la relaxation à proprement parler. Je n'étais pas un homme qui se détendait facilement, et l'audience était encore dans 3 semaines. Mais j'ai pris l'habitude de faire de longues promenades matinales le long du quai de la Seine, sentant l'air frais du Paris matinal sur mon visage, écoutant le murmure de la Seine et le lointain bourdonnement de la ville qui s'éveille. Je mangeais des repas corrects, des plats simples mais nourrissants qui réchauffaient de mon corps et mon esprit. J'ai acheté un petit carnet et j'ai commencé à y noter des choses. Pas de stratégie juridique, juste des pensées fugaces, des souvenirs de Roberta Caldwell, la façon particulière dont la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre de ma chambre d'hôtel à Paris, projetant des motifs dorés sur le parquet vers 4 heures de l'après-midi. Le simple fait que j'avais 73 ans, que ma vie était peut-être sur le point de changer entièrement et que j'étais toujours debout, cela, ai-je décidé, n'était pas rien. C'était une victoire en soi. L'offre est arrivée par lettre formelle, transmise par l'avocat de Sandra Caldwell au bureau de Paul un vendredi matin. Elle était rédigée dans un langage juridique prudent, mais la substance était claire. Sandra Caldwell était prête à abandonner entièrement sa contestation en échange d'une réaffectation volontaire de l'héritage. 20 millions d'euros pour moi, 27 millions d'euros pour Sandra Caldwell, toutes les disputes légales étant considérées comme réglées. Son avocat l'a présenté comme un geste de bonne volonté, un désir, disait la lettre, d'honorer l'esprit de réconciliation que Roberta Caldwell elle-même aurait sûrement souhaité. J'ai lu la lettre 2 fois, lentement, dans le bureau de Paul, le papier craquant légèrement sous mes doigts. Puis je l'ai posée sur le bureau, le regard fixé sur les lignes d'encre. Roberta Caldwell n'avait pas laissé un seul euro à Sandra Caldwell. Elle la connaissait. Elle avait vécu près d'elle.
Sandra Caldwell avait, de son propre aveu, pris soin d'elle dans ces dernières années. Et pourtant, Roberta Caldwell m'avait tout laissé à moi. Un homme qu'elle avait abandonné un demi-siècle auparavant et qui ne savait même pas qu'elle était encore en vie. Ce n'était pas un accident ou une omission. C'était une décision mûrement réfléchie, prise par une femme qui avait passé 50 ans à vivre avec un regret spécifique. 27 millions d'euros à Sandra Caldwell serait une répudiation directe de cette décision. Un crachat sur la mémoire de Roberta Caldwell et sur sa volonté. Dites-leur non, ai-je déclaré, ma voix ferme, sans hésitation. Paul m'a regardé fixement, ses yeux perçants. Vous comprenez que cela pourrait rendre l'audience plus litigieuse? Je comprends, ai-je répondu, le menton haut. Et que Sandra Caldwell a indiqué qu'elle avait l'intention de présenter des témoins concernant l'état mental de Roberta Caldwell dans ces dernières années? Elle peut amener qui elle veut, ai-je dit, un sourire à peine perceptible étirant mes lèvres. Nous aussi. Ce que j'avais, et ce dont Sandra Caldwell ne connaissait pas toute l'étendue, c'était que le médecin traitant de Roberta Caldwell à Paris, le docteur Hélène Martin, qui l'avait soignée pendant les 6 dernières années de sa vie, avait déjà fourni une déclaration écrite à l'héritage confirmant que Roberta Caldwell avait été lucide mentalement et légalement capable tout au long de la période où son testament avait été rédigé et mis à jour. La dernière mise à jour, effectuée 18 mois avant sa mort, avait été attestée par son avocat, son comptable et le docteur Martin elle-même. L'argument sur la diminution des facultés mentales n'était pas seulement mince. Il allait s'effondrer sous le poids d'un témoignage médical documenté et irréfutable. Je n'ai pas partagé cette information avec le camp de Sandra Caldwell. J'ai laissé la lettre reposer, l'ai formellement refusée, et j'ai attendu. J'ai découvert que l'attente me convenait. Au fil des dernières semaines, j'avais développé ce que je ne pouvais qualifier que de clarté froide. Ni amertume, ni dureté, mais quelque chose qui s'apparentait davantage à la sensation des eaux profondes. Une pression exercée de toutes parts, mais une immobilité sereine en son cœur. Malgré tout, je poursuivais mes promenades matinales le long du quai de la Seine. Je prenais mes repas. Je dormais plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années, ce qui m'a d'abord surpris, puis plus du tout. Car je ne partageais plus le même toit qu'une femme qui ne m'aimait pas, et ce poids particulier, une fois ôté, s'était révélé plus lourd que je ne l'avais jamais imaginé. Le soutien social, lorsqu'il est arrivé, est venu d'une direction que je n'avais absolument pas anticipée. Dans le petit café où j'avais pris l'habitude de me rendre presque chaque matin, une femme s'installait à la table du coin avec un mot croisé, tous les jours, entre 8 et 9 heures. Elle devait avoir 68 ans, compacte et alerte, avec des cheveux argentés coupés courts et une expression d'assurance tranquille. Nous nous étions contentés de nous saluer d'un signe de tête pendant 2 semaines avant d'échanger nos premiers mots, comme le font les habitués d'un même lieu sans présentation formelle. Elle s'appelait Carla. C'était une juge à la retraite spécialisée en droit de la famille, originaire d'une autre région de France, qui venait à ce café tous les matins parce qu'elle appréciait la lumière du coin et que le propriétaire ne mettait pas de musique avant midi. Nous avons échangé nos premières paroles autour d'un journal que quelqu'un avait laissé sur le comptoir. Et la conversation a glissé rapidement et naturellement des événements actuels à son ancienne carrière. Puis au sujet général des litiges successoraux, moment auquel je lui ai raconté, brièvement et sans emphase dramatique, ce que je traversais. Elle écoutait sans m'interrompre, une qualité plus rare qu'elle ne devrait l'être. Le soleil matinal filtrait à travers la grande fenêtre du café, projetant des motifs dansants sur le carrelage usé, et l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu emplissait l'air. Lorsque j'eus terminé mon récit, elle hocha lentement la tête, ses yeux vifs fixés sur les miens. Vous avez géré la documentation concernant l'intimidation des témoins exactement comme il le fallait, dit-elle, sa voix posée et assurée. Exactement. Ce simple mot, prononcé par quelqu'un d'aussi expérimenté, eut l'effet d'un baume sur mon esprit tourmenté. Nous avons commencé à prendre le petit déjeuner ensemble, presque tous les matins. Carla ne m'offrait pas de conseils juridiques directs. Elle veillait scrupuleusement à rester dans les limites de l'amitié plutôt que du conseil professionnel. Mais elle écoutait. Elle posait des questions précises,
Des questions qui montraient qu'elle avait non seulement entendu mes mots, mais aussi compris le poids de chaque silence. Et elle possédait la qualité dont j'avais le plus besoin de la part d'une autre personne durant ces semaines incertaines. Elle me croyait sans exiger que je la convainque. Elle me prenait simplement au mot, comme un homme qui savait ce qui lui était arrivé et ce qu'il comptait faire. C'était un cadeau inestimable. Certains matins, elle amenait son chien, un petit terrier âgé nommé Rutherford, dont le pelage grisâtre et les yeux fatigués cachaient une âme paisible. Il dormait sous notre table, blotti contre mes pieds, pendant nos conversations, avec la sérénité philosophique d'une créature qui avait trouvé son but dans le simple fait d'être présent. Sa respiration régulière était un métronome discret à nos échanges. J'ai découvert que j'attendais ces matins avec un sentiment que j'ai finalement reconnu comme un réconfort authentique. Le genre ordinaire, fait de l'amertume douce du café noir, de la chaleur des conversations partagées et de la compagnie de quelqu'un qui n'attendait rien de vous, sinon que vous soyez honnête. Cela m'a stabilisé, a ancré mes pensées. Je n'avais pas réalisé, avant Carla, à quel point les mois précédents m'avaient isolé. L'hôtel impersonnel, le divorce brutal, la honte sournoise qui s'attache aux hommes qui se retrouvent réduits par des circonstances qu'ils ne pouvaient pas entièrement contrôler. J'avais porté cet isolement comme si c'était une condition privée, une tare personnelle. La présence simple et terre-à-terre de Carla m'a rappelé que ce n'était pas le cas. C'était simplement une chose qui était arrivée, une étape difficile, et les choses qui étaient arrivées pouvaient être suivies par d'autres choses, meilleures ou pires, mais toujours des choses nouvelles. Pendant ce temps, à travers la ville de Paris, Sandra me surveillait. Je le savais car Paul, mon avocat, m'avait fait part de l'identification de ces enquêteurs. Ils rôdaient autour du greffe du tribunal des successions, posant des questions insistantes. Leur objectif était de connaître l'état d'avancement des dépôts de documents, une information publique, mais aussi le calendrier de mes rendez-vous et de mes déplacements, ce qui relevait du privé. C'était une guerre psychologique, une manœuvre de déstabilisation. Elle se préparait, m'observait, guettant le moindre faux pas, la moindre erreur qu'elle pourrait exploiter contre moi. Mais je ne lui offrais aucune prise. Je me déplaçais avec la prudence d'un homme conscient d'être une cible. L'appel téléphonique est arrivé un mercredi, 13 jours avant l'audience de succession prévue. J'étais en train de lire le journal, un autre matin paisible en compagnie de Carla et Rutherford, quand mon téléphone a vibré sur la table. La voix était celle de Sandra, mais transformée, douce, prudente, voire chaleureuse, d'une manière étudiée et forcée, comme celle de quelqu'un qui a été coaché et répète un script. Marco, a-t-elle dit, mon prénom seul, sans préfixe, une familiarité délibérée qui sonnait faux. J'ai beaucoup réfléchi à la tournure qu'ont prise les choses entre nous, et je ne suis pas fier de la façon dont j'ai géré la situation. J'aimerais que nous nous rencontrions à nouveau. Juste nous deux, sans avocat, sans Derek. Je pense que nous avons mal commencé et j'aimerais tenter une approche différente. Je tenais le téléphone, le combiné froid contre mon oreille, et je regardais par la fenêtre du café les arbres dénudés sur le quai de la Seine, mouillés par une pluie fine. Le ciel était bas et gris, à l'image de mon humeur. 13 jours. 13 jours avant qu'elle ne perde tout ce qu'elle espérait obtenir. Elle tentait une nouvelle approche, l'ancienne n'ayant pas porté ses fruits. C'était une manœuvre désespérée, mais je devais voir jusqu'où elle était prête à aller. D'accord, ai-je répondu, ma voix aussi neutre que possible. Où? Elle a choisi un restaurant cette fois, un établissement digne de ce nom, pas un simple café. Un endroit appelé Le Rivage, avec ses nappes en lin immaculées, ses couverts étincelants et une carte des vins épaisse. Le genre d'établissement choisi pour projeter une image de stabilité et de sérieux. L'ambiance était feutrée. Les murmures des autres convives se perdaient dans le doux tintement des verres. Elle était déjà assise à mon arrivée, vêtue d'un blazer élégant, les cheveux soigneusement coiffés, un verre d'eau devant elle, telle une actrice attendant son entrée en scène. Elle s'est levée en me voyant et m'a tendu la main, que j'ai serrée. Son contact était ferme, mais je percevais une tension sous-jacente. Nous avons commandé, mais nous étions tous deux trop concentrés sur l'enjeu pour en apprécier le goût.
Mon plat, une simple salade, est resté presque intact. Puis Sandra a commencé. Elle a débuté par des excuses structurées, sonnant sincères, touchant toutes les cordes attendues. Elle avait été submergée par le chagrin, a-t-elle affirmé. Elle avait agi de manière irréfléchie. Elle était désolée pour la visite de Derek à Patricia, désolée pour la situation concernant l'hôtel. Elle a dit cela avec une prudence calculée, sans admettre explicitement l'avoir orchestrée, mais en laissant entendre qu'elle en avait pleinement conscience. Elle avait aimé Roberta, a-t-elle affirmé, et elle avait cru comprendre ses dernières volontés, et elle avait eu tort de contester la succession avec une telle agressivité. J'écoutais, mangeant ma salade avec des mouvements lents et délibérés, et je me contentais de dire « Je vous entends » à intervalles appropriés, laissant ces mots flotter dans l'air sans les valider. Et puis, le pivot est arrivé, comme je m'y attendais. Graduel au début. Elle a commencé à décrire son enfance, comment Roberta était entrée et sortie de sa vie de manière imprévisible, comment sa mère l'avait élevée en grande partie seule. Elle a raconté comment elle avait choisi, à l'âge adulte, de construire une relation avec Roberta malgré les difficultés, de se montrer présente pour elle quand personne d'autre ne le faisait. Elle se positionnait comme la nièce dévouée et toujours présente. Je soupçonnais qu'elle ne mentait pas sur ses faits, elle se contentait de sélectionner ceux à mettre en avant, tissant une toile de victimisation et de loyauté. Elle était confuse dans ces dernières années, a-t-elle dit, sa voix baissant légèrement, plus que les médecins ne l'avaient consigné, car elle était fière et le cachait. Marco, je le dis avec douceur, la femme qui a rédigé ce testament n'était pas entièrement la femme qu'elle aurait dû être. C'était bien cela, dissimulé sous les prétextes, sous les nappes de lin et cette cordialité forcée. Le même argument, simplement paré de nouveaux atours. Le même venin, présenté dans un flacon plus élégant. Sandra, dis-je, posant ma fourchette avec un léger tintement sur l'assiette, le son résonnant dans le silence tendu. J'ai apprécié que vous me contactiez, je le pense sincèrement. Mais je tiens à être très clair avec vous sur un point. Je plongeai mon regard directement dans le sien, sans ciller, et ma voix resta égale, ferme. Je ne me retirerai pas volontairement de ce processus de succession, et je n'accepterai aucun arrangement partiel. Je me présenterai à l'audience dans 13 jours, et j'y exposerai mon dossier avec une confiance inébranlable dans l'issue. Je marquai une pause, laissant mes mots planer dans l'air, lourds de leur vérité. Je comprends que ce n'est pas ce que vous souhaitiez entendre, ajoutai-je, ma voix empreinte d'une politesse glaciale. Quelque chose se brisa sur son visage, une fissure subtile mais indéniable dans la façade lisse qu'elle avait maintenue. Sa mâchoire se serra imperceptiblement, et la lueur dans ses yeux changea, passant d'une fausse amabilité à une froideur calculatrice. La chaleur feinte s'écoula d'elle comme l'eau d'une baignoire vidée, laissant derrière elle un vide glacial. « Vous faites une erreur, dit-elle, sa voix soudainement plate, dénuée de toute mélodie, comme une lame émoussée. « Vous me l'avez déjà dit, répondis-je, un sourire léger, presque imperceptible, flottant sur mes lèvres, un défi silencieux. J'ai des choses que je n'ai pas encore utilisées, reprit-elle, un filet de menace dans la voix. Des choses sur les premières années de votre mariage avec Roberta, sur la raison pour laquelle elle est partie. Je la laissai un instant savourer son effet, mes pensées s'entrechoquant, cherchant à percer le voile de ses intentions. Alors, apportez-les à l'audience, rétorquai-je, ma voix toujours calme, mais avec une pointe d'acier. C'est précisément à cela que sert une audience. Elle se pencha légèrement en avant, abandonnant la dernière once de sa fausse cordialité. Elle vous a quitté parce que vous étiez froid, lança-t-elle, les mots cinglants, parce que vous étiez difficile, parce qu'elle ne pouvait pas respirer. Je le sais, parce qu'elle me l'a dit. Ma tante décrivait son premier mariage comme étouffant, et vous n'avez apparemment pas changé. Je laissai cette accusation s'ancrer un instant, la digérant en silence. Les mots résonnaient, chargés d'une vieille douleur, d'un écho de ce que Géraldine m'avait si souvent reproché. L'ancienne version de moi, celle qui avait passé 41 ans à apaiser Géraldine, à gérer ses humeurs, à s'adapter, à se faire petit, aurait peut-être tressailli, se serait peut-être soudainement demandé si c'était vrai, aurait peut-être offert quelque chose, concédé quelque chose, simplement pour faire cesser le malaise.
Cet homme-là était toujours en moi. Je pouvais le sentir, sa présence fantomatique, mais je ne le laissais pas parler. Merci pour le dîner, dis-je, pliant ma serviette avec une précision forcée et la déposant sur la table avant de tendre la main vers mon manteau. J'espère que la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera dans un cadre plus formel. Je me levai, ma chaise raclant légèrement le parquet. Je sortis du restaurant du quai de la Seine d'un pas assuré, sans un regard en arrière, laissant derrière moi l'odeur persistante de la cuisine raffinée et l'amertume des mots échangés. Dans le taxi qui me ramenait à l'hôtel, je m'autorisais enfin à ressentir la peur que j'avais maintenue prisonnière derrière mes côtes pendant tout le dîner. Elle était réelle, palpable, une boule froide dans mon estomac. La menace de Sandra concernant des informations qu'elle n'avait pas encore utilisées n'était pas anodine. Et tout ce que Roberta avait pu lui raconter sur notre mariage pouvait être nuancé, déformé, transformé en quelque chose de potentiellement accablant. La diffamation était une tactique juridique légitime, même devant un tribunal des successions, même contre un homme de 73 ans, avec une fleur séchée pressée et un certificat de mariage datant de 1970. Mais je remarquais, tandis que le taxi filait à travers les rues illuminées de Paris, que cette peur ne m'anéantissait pas. Au lieu de cela, elle aiguisait quelque chose en moi, comme de l'eau froide sur un matin clair, rendant mes sens plus vifs, ma détermination plus acérée. Je sortis mon téléphone et envoyai un message à Paul. Elle a menacé de nouvelles preuves. Nous devrions en parler demain. Je vais bien. Puis je regardai la ville défiler par la fenêtre du taxi, respirai profondément, me ressaisis et pensai « encore 13 jours ». L'audience de succession se tint au palais de justice de Paris, un jeudi de fin mars. La salle, plus modeste que ne le laissait présager son appellation officielle, était une pièce lambrissée de bois sombre. Une haute fenêtre laissait entrer une lumière naturelle parcimonieuse, complétée par l'éclat blafard de néon. Les rangées de sièges étaient à moitié occupées par les différentes parties et leurs conseils, conférant à l'ensemble une atmosphère à la fois solennelle et quelque peu étouffante. Le juge, un homme du nom de Lefebvre, affichait une précision et une impassibilité remarquables. Il possédait la patience de celui qui a tout vu en matière de litiges familiaux, sans jamais s'en étonner, son visage buriné par des années d'expérience et une lassitude palpable face à la nature humaine. Je pris place à la table du demandeur, aux côtés de Paul, tandis que Sandra s'installait à la table d'en face avec son avocat, un certain maître Bernard, dont le calme étudié trahissait l'habitude de facturer à l'heure. Derek était assis dans la galerie, son regard croisant le mien un instant. Je le remarquai, puis l'éloignai de mes pensées, me concentrant sur l'enjeu capital de cette audience. Maître Lambert était présent en tant qu'avocat initial de la succession, prêt à témoigner des circonstances de ma découverte et de la validité du processus de documentation, son air grave soulignant l'importance de sa déposition. Chloé n'était pas dans la salle d'audience. Ce n'était pas sa place. Mais elle m'avait préparé un café ce matin-là, dans le petit café du coin, l'odeur réconfortante du moka flottant dans l'air frais de l'aube. Elle m'avait dit, avec sa gentillesse habituelle, « Tu sais tout ce que tu as besoin de savoir, Marco. Dis-le simplement, sans fioriture. » Je repensais à ces mots, à la chaleur de sa main sur mon bras, et cela m'insuffla une force tranquille. L'audience se déroula selon la logique implacable du processus juridique. Des documents furent déposés, des chaînes de garde établies, des témoins assermentés. Maître Lambert rendit son témoignage sur la succession et les circonstances du testament de Roberta Caldwell. Le docteur Hélène Martin, son médecin traitant, fournit son témoignage médical via une déposition écrite, claire, exhaustive et spécifique, établissant que Roberta Caldwell avait été lucide mentalement et légalement capable tout au long de la période en question. Son avocat personnel, qui avait fait le voyage depuis la banlieue est de Paris, témoigna des circonstances de la création du testament et des 2 amendements ultérieurs, confirmant que Roberta Caldwell avait été présente, impliquée et explicite quant à ses intentions à chaque signature. Puis l'avocat de Sandra présenta son dossier. Il était, comme Paul l'avait prédit, émotionnellement ambitieux et juridiquement fragile.
Maître Bernard appela Sandra à la barre et elle témoigna des dernières années de sa tante, décrivant des pertes de mémoire et une confusion en des termes vifs, mais ostensiblement dépourvus de corroboration médicale. Maître Bernard déposa comme preuve une lettre qu'il prétendait avoir été écrite par Roberta Caldwell à Sandra environ 4 ans avant son décès, exprimant des doutes sur ses plans successoraux. La lettre était manuscrite. Paul demanda du temps pour l'examiner et le juge Lefebvre le lui accorda. Un léger froncement de sourcils trahissant peut-être un soupçon d'intérêt ou d'agacement. Paul passa 3 minutes à lire la lettre attentivement, puis s'approcha du banc. Votre honneur, dit-il, sa voix calme mais ferme, l'écriture de ce document présente plusieurs incohérences avec les échantillons de Madame Roberta Caldwell, tirés de multiples sources documentées de la même période, y compris les entrées de son journal intime. Je demande que cette pièce soit soumise à un examen graphologique forensique avant d'être admise comme preuve. Maître Bernard objecta, mais l'objection fut rejetée. Le juge Lefebvre, le visage impassible, ordonna que la lettre soit retenue en attendant l'examen. De l'autre côté de la salle, l'assurance de Sandra Caldwell se brisa. Sa mâchoire se serra, un muscle tressaillant sous sa peau. Elle échangea un regard furtif et lourd de sens avec Derek dans la galerie, un regard chargé qui disait clairement que quelque chose qu'ils avaient cru acquis venait de dérailler. Vint ensuite le contre-interrogatoire de Sandra par Paul. Précis et méthodique, il établit par son propre témoignage qu'elle avait engagé une agence de détective privée 3 semaines avant que je ne sois localisé, bien avant même que Paul Hargrove ne m'ait retrouvé, et donc avant qu'elle n'ait la moindre légitimité juridique dans l'affaire de l'héritage. Paul lui demanda calmement pourquoi elle aurait retenu des enquêteurs si tôt. Elle répondit que c'était une diligence raisonnable, de routine, une explication qui sonnait creux. Il l'interrogea ensuite sur l'accès à ma chambre d'hôtel la nuit spécifique en question. Elle affirma ne pas savoir de quoi il parlait. Sans un mot, Paul déposa comme preuve le registre des cartes-clés de l'hôtel et le rapport de la police de Paris. Il lui demanda de confirmer la date à laquelle Derek avait rendu visite à ma fille Patricia à Paris. Elle confirma, révélant qu'une personne à son service avait contacté un témoin dans un autre département pendant une procédure successorale active. Il lui demanda de décrire le dîner qu'elle avait organisé avec moi 13 jours auparavant, et si elle avait affirmé à ce moment-là qu'aucun avocat ne serait présent. Elle le confirma. Il demanda alors si, selon les règles successorales françaises, les parties à un litige juridique actif n'étaient pas avisées par leur avocat de ne pas s'engager dans des discussions de règlement ex parte sans la présence d'un représentant légal. Son avocat objecta, et l'objection fut acceptée sur ce point précis, mais le schéma était désormais clairement établi. C'est alors que Sandra commit l'erreur qui, je pense, couvait en elle depuis des semaines sans qu'elle le sache. Peut-être était-ce le stress accumulé qui la rongeait. Le retrait d'un avocat en plein milieu d'un litige actif est un événement significatif, et cela m'en disait plus sur ce que Maître Bell pensait de la conduite de sa cliente que tout ce qu'il aurait pu dire directement. Une tension palpable flottait dans l'air de la salle d'audience, lourde de non-dits. Sandra tenta de retenir un nouvel avocat. 3 juristes déclinèrent successivement sa demande. Cela, Paul me l'expliqua avec une neutralité professionnelle qui masquait à peine la gravité de la situation. N'était pas une réaction rare lorsqu'une pièce maîtresse des preuves soumises s'était avérée frauduleuse. Le murmure des couloirs du palais de justice de Paris portait déjà l'écho de cette révélation. Un vent froid qui balayait la crédibilité de Sandra. L'audience successorale se réunit pour une dernière session 3 semaines après la première. L'atmosphère était plus sombre, plus solennelle. Sandra apparut sans représentation légale. Son avocat de remplacement s'était retiré 4 jours auparavant pour des raisons non rendues publiques, ajoutant une couche supplémentaire d'isolement à sa silhouette. Elle était assise seule à sa table, et elle me parut plus petite qu'elle ne l'avait été lors de la première audience, plus petite que dans ce café du quartier latin où nous nous étions rencontrés. Ce n'était pas une petitesse qui m'inspirait une émotion simple. Elle était la fille de Roberta. Elle avait, je le supposais, sincèrement pris soin d'elle dans ces dernières années, quelles qu'aient été ses motivations profondes. Un bref flashback me montra Roberta, souriante, dans le jardin de notre maison de la rue de Varennes à Paris,
Un souvenir doux amer. Mais Sandra avait aussi soumis un document falsifié à un tribunal, engagé des enquêteurs pour me surveiller et m'intimider, contacté ma fille Patricia sous de faux prétextes et orchestré une fouille non autorisée de mes affaires. Ce n'étaient pas les actions de quelqu'un uniquement poussé par le chagrin. C'étaient les actions de quelqu'un qui avait décidé que ce qu'elle voulait était plus important que la vérité elle-même. Le juge Lefebvre ne délibéra pas longtemps. Son visage, habituellement impassible, affichait une gravité sans appel. La position légale de l'héritage était claire. La documentation était exhaustive. Le témoignage médical de la doctoressa Hélène Martin était incontesté. Et la seule contestation de ma légitimité avait été bâtie sur des preuves qui avaient échoué à l'examen médico-légal. Le verdict tomba, net et sans équivoque. Il statua en ma faveur. 47 millions d'euros. Le chiffre résonna dans la salle, un écho lointain de ma vie passée, presque irréel. L'héritage de Roberta Caldwell fut transféré à Marco Caldwell, un nom que j'avais porté avec elle, non pas par obligation légale, mais par un lien profond, et que j'avais mis de côté lors de mon remariage avec Géraldine. Je le revendiquais désormais discrètement dans les documents pertinents, en tant que bénéficiaire légal, conformément aux souhaits explicites et lucidement exprimés de la défunte. C'était une façon de boucler la boucle, de rendre hommage à Roberta et à l'homme que j'avais été à ses côtés. Je signai les documents finaux dans le bureau de Paul cet après-midi-là. L'encre glissait sur le papier. Ma main était ferme, sans la moindre hésitation. Paul Hargrove était présent, son regard bienveillant posé sur moi. Carla m'avait proposé de venir, mais je lui avais dit que cette partie, je préférais la faire en toute discrétion. Elle avait compris, car elle était le genre de personne qui saisissait ces choses sans exiger d'explication. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les stores vénitiens, projetant des rayures d'or sur le parquet ciré du bureau. L'air sentait le vieux papier et le café frais. Je lui envoyai un SMS juste après. C'est fait. Elle répondit « Bien, Ronald et moi sommes au café. Viens prendre un café. » J'y allais. Les conséquences légales pour Sandra Caldwell se déroulèrent dans les semaines qui suivirent, avec la patience institutionnelle des systèmes qui ne se pressent pas, mais qui finissent toujours par arriver à leur fin. La soumission d'un document falsifié dans le cadre d'une procédure successorale est un crime en Île-de-France, relevant de la catégorie de la fraude procédurale. Le bureau du procureur ouvrit une enquête. Paul m'informa que les enquêteurs que Sandra avait retenus étaient également sous surveillance pour leurs activités rue de Varennes à Paris, en particulier le contact avec Patricia, qui avait franchi plusieurs lignes juridictionnelles. Derek, le petit ami silencieux, disparut de la vie de Sandra à cette période. Je ne l'appris d'aucune source officielle, mais de Carla qui, étant une ancienne juge avec un certain réseau, entendait diverses choses par divers canaux. Elle le mentionna sans élaborer, et je ne demandai pas plus de détails. Géraldine, de retour rue de Varennes à Paris, entendit parler de l'héritage. La nouvelle lui parvint par des connaissances communes, comme cela arrive inévitablement dans une ville de cette taille. Patricia me raconta qu'il l'avait appelé pour lui poser des questions à ce sujet. Il avait été silencieux au téléphone, dit-elle, et avait posé 2 ou 3 questions prudentes, puis avait mis fin à la conversation sans sa confiance désinvolte habituelle. Son compagnon, Ronald, était, de l'avis général, très intéressé par la maison de la rue de Varennes à Paris. Je n'appelais pas Géraldine. Je ne ressentais aucun désir particulier de lui parler. Ce que je ressentais en pensant à lui était quelque chose sans drame, un léger désintérêt, comme si je considérais une pièce où j'avais autrefois vécu et que j'avais trouvée légèrement déprimante, et dont j'étais maintenant heureux d'avoir déménagé. Je restais à Paris. Cela me surprit, mais cela n'aurait pas dû. La ville était verte, paisible et possédait une qualité que je ne pouvais décrire que comme un certain manque de prétention civique, ce qui me convenait parfaitement. L'air y était doux, imprégné du parfum des glycines et du cuir des ateliers artisanaux. Je trouvais un appartement dans un quartier calme, avec vue sur un jardin intérieur et une lumière matinale qui tombait comme je l'aimais, douce et enveloppante. C'était la première maison que j'avais choisie entièrement pour moi-même, par moi-même, sans accommodement ni compromis, de mes 73 ans. J'achetais de bons meubles.
pas extravagant. Je n'étais pas un homme aux instincts extravagants, mais des pièces solides et bien faites, choisies parce qu'elles me plaisaient, parce qu'elles respiraient une certaine dignité tranquille. J'appelai Patricia et lui dis de quitter son deuxième emploi. Elle travaillait 2 emplois depuis son propre divorce 4 ans auparavant. Elle refusa l'argent au début, comme je l'avais su, et je lui dis qu'elle avait 30 secondes pour changer d'avis avant que je ne le lui vire de toute façon. Elle rit pour la première fois depuis longtemps, et moi aussi. Ce rire partagé, léger et libérateur était plus précieux que tous les millions. Le printemps arriva tôt cette année-là à Paris, les cerisiers en pleine floraison rose pâle, le jardin intérieur se remplissant de verdure luxuriante. La vie, enfin, reprenait ses droits, simple et belle. J'ai développé des routines entièrement miennes, des rituels doux et réconfortants qui rythmaient mes journées. Chaque matin, une promenade jusqu'au petit café du coin de la rue, où l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds me saluait. Le petit déjeuner avec Carla, nos conversations légères et nos rires partagés étaient devenus un pilier. L'après-midi, une heure précieuse, plongée dans un livre, installée près de la fenêtre de mon appartement, la lumière dorée de Paris filtrant à travers les rideaux, peignant des motifs changeants sur le parquet ancien. De petites choses, oui. Insignifiantes, peut-être, aux yeux de certains. Mais la vie, la vraie vie, n'est-elle pas faite de ces infimes fragments de bonheur, de ces habitudes choisies, de ces moments de paix que l'on s'offre à soi-même, surtout après avoir connu le vide? J'ai décidé de m'inscrire à un cours d'aquarelle, une passion que j'avais longtemps mise de côté, éclipsée par les impératifs d'une existence qui ne me ressemblait pas. Le simple fait de tenir le pinceau, d'observer les couleurs fusionner sur la feuille, était pour moi une véritable méditation, une manière de renouer avec une facette de ma personnalité que j'avais oubliée. J'ai également intégré un club de lecture, où les échanges passionnés autour des œuvres littéraires m'offraient de nouvelles perspectives sur le monde et sur ma propre personne, me sortant de l'isolement dans lequel j'avais vécu. Pour la première fois depuis des décennies, mes journées prenaient une forme, une structure que j'avais entièrement façonnée moi-même, sans la moindre contrainte ni compromis. C'était une liberté inestimable, un luxe dont je n'avais jamais su mesurer la véritable valeur. Paul m'avait fait part de l'existence d'une lettre scellée laissée par Roberta Caldwell. Pour Marco, le moment venu, avait-il spécifié. La mention de mon nom, écrite de sa main, après tant d'années, me laissa à la fois glacé et profondément intrigué. La lettre, une simple enveloppe de papier kraft, demeura sur ma table de chevet pendant 2 jours complets, son poids symbolique bien plus lourd que le papier lui-même. Le troisième matin, alors que le soleil se levait, j'ai préparé mon café habituel, l'arôme amer se répandant dans la cuisine, et je me suis finalement résolu à la lire. 4 pages, manuscrites, avec son écriture familière, légèrement inclinée, que je n'avais pas revue depuis si longtemps. Elle s'excusait profondément, sans embâge, expliquant les événements de l'année 1974, non pas pour se justifier, mais pour apporter des éclaircissements. La dette écrasante, la peur paralysante, la lâcheté qu'elle nommait sans détour. Chaque mot résonnait comme une confession, une tentative de rédemption tardive. À la fin, elle avait écrit « Te quitter fut la pire chose que j'ai jamais faite, Marco, et je n'ai jamais cessé de le savoir. Tu méritais mieux. Tu l'as toujours mérité. » Une larme solitaire traça un sillon sur ma joue. Non pas de tristesse, mais d'une sorte de soulagement amer, d'une paix inattendue. Le passé, enfin, trouvait sa voie, et avec elle, une forme de clôture. J'ai rangé la lettre avec précaution dans la vieille boîte en fer blanc, aux côtés du certificat de mariage jauni et de la fleur sauvage séchée. Un souvenir d'un autre temps. C'était une page tournée, un poids enfin soulevé de mes épaules. Le passé était désormais à sa juste place. Puis, j'ai enfilé ma veste et je suis allé retrouver Carla, car la matinée était encore là, lumineuse et prometteuse, prête à être vécue pleinement. Les conséquences pour Sandra Caldwell arrivèrent avec la patience implacable des systèmes qui ne se pressent jamais, mais qui finissent toujours par s'accomplir. Accusée de fraude procédurale, ses frais juridiques, exorbitants, engloutirent toutes ses économies, la laissant exsangue. Derek, son complice,
ne revint jamais, s'évaporant dans la nature comme une ombre. 14 mois plus tard, une peine avec sursis et une amende salée lui prirent la majeure partie de ce qui lui restait, scellant son destin dans la ruine. La justice, lente mais sûre, avait fait son œuvre, sans effusion, sans drame, juste avec la froide efficacité de la loi. Géraldine s'était séparée de Ronald l'hiver suivant. Pas heureuse, m'avait confié Patricia avec prudence, son ton mesuré trahissant une pointe de satisfaction à peine voilée. Je n'avais rien envoyé à Géraldine, pas un mot, pas un geste. Elle était un chapitre que j'avais refermé, une histoire dont le livre était définitivement posé sur l'étagère du passé, sans regret ni curiosité. Ma vie n'était pas parfaite, non. Elle portait encore les cicatrices des tempêtes passées, les échos des trahisons et des déceptions. Mais j'avais une belle lumière dans mon appartement, une bonne compagnie autour de moi, et surtout, la certitude inébranlable que, lorsque tout m'avait été arraché, lorsque j'avais été réduit à l'essentiel, j'avais réussi à me raccrocher à moi-même. C'était de cela que j'étais le plus fier, pas de l'argent, si abondant soit-il, mais de moi-même, de ma capacité à me relever, à me reconstruire. C'est ainsi qu'un homme de 73 ans, parti avec rien d'autre qu'une valise usée et une vieille boîte en fer blanc, avait fini par tout avoir ce qui comptait vraiment. La dignité ne peut vous être donnée par les autres, et elle ne peut pas non plus vous être retirée par eux. Géraldine pouvait rire de ma déchéance passée. Sandra pouvait comploter dans l'ombre. Le monde pouvait me jeter dans une chambre d'hôtel à Paris, glaciale, avec un radiateur qui cliquetait comme un cœur malade, me laissant seul face au désespoir. Rien de tout cela n'avait pu entamer ce que j'étais réellement, au fond de mon être. Il n'est jamais trop tard pour refuser les conditions que quelqu'un d'autre a fixées pour votre vie, pour reprendre les rênes de son propre destin. Qu'auriez-vous fait, vous, dans ce hall d'un hôtel à Paris, à cet instant précis où tout semblait perdu? Laissez un commentaire, j'aimerais vraiment le savoir. Et si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, je vous invite à vous abonner. Merci de votre écoute.